Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec et non. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Exalogie ne sont pas là et à la place, on a du beau monde. Les gars de la Fédération française de jeux de rôle sont avec nous. Parmi eux, un administrateur, Lucien Pagnon. Lucien, ça va ? Ça va bien, merci. La merci. forme, t'as la pêche ? Carrément. Prêt à expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la Fédération française de jeux de rôle ? Avec grand plaisir. Et avec nous, nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir Thomas Laboret, qui n'est autre que le président de la Fédération française de jeux de rôle. Thomas, ça va ? Super, tout le plaisir est pour moi. Pourquoi ça s'appelle la cellule, ton truc ? Pourquoi ? Eh bien parce que dans Sens, en fait à la base, ce podcast est un podcast communautaire autour de Sens Exalogie. Et dans Sens, il se trouve que la cellule est un groupe qui tyrannise le monde et qui a un pouvoir hégémonique, etc. Donc on a voulu que ce podcast porte le nom. Et puis c'est un conglomérat en fait d'un petit peu tous les grands méchants, puisque dans Sens, le MJ est le méchant. On s'est dit que c'était marrant d'appeler ce podcast le podcast des maîtres de jeu, donc la cellule, etc. C'est un peu complexe. C'est magnifique. En gros, voilà. Puis en même temps, la cellule, ça colle bien à un organisme en général de discussion autour d'un thème ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis ça fait parti communiste aussi ou terroriste. C'est absolument génial pour les rôlistes. Je ne dirais pas du tout, de quel bord politique sont les participants de ce podcast. Mais en général, le dernier c'était John Doe. Enfin, je te laisse imaginer. Maintenant c'est toi. Enfin voilà quoi. Enfin, en général, on est plutôt rouge. Bref, voire même parfois pour certains un peu noir. Enfin bon. Donc voilà, la Fédération française de jeux de rôle. Je rappelle que c'était le thème de ce podcast à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fédération française de jeux de rôle d'abord ? Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ses objectifs globaux ? En quelques mots, non, parce qu'avec moi, c'est jamais en quelques mots. D'accord. La Fédération française de jeux de rôle, c'est un organisme qui a été fondé en 96 ou 17 par des rôlistes, notamment fédérés en association déjà, qui estimaient que les attaques médiatiques un peu dispersées dont faisait l'objet le jeu de rôle à l'époque étaient très nuisibles à son image et très concrètement aboutissaient à des retraits de subventions, de locaux, à des fermetures de clubs, à des fermetures de boutiques. Et puis en plus que comme le mouvement était lancé et que ça avait l'air de vendre du papier coco, les journalistes n'arrêtaient pas de rebondir les uns sur les autres et d'en rajouter. D'accord. Donc ils se sont dit pour arrêter le mouvement, il faut avoir un point d'entrée unique pour le monde paroliste vis-à-vis du monde rôliste, pour qu'au lieu d'aller choper dans la rue le Kevin le plus geek qu'il puisse trouver, pour bien le rendre ridicule à la télé en se foutant de sa gueule et en l'humiliant, merci, sympa la déontologie journalistique. Donc il faut ce point d'entrée unique pour leur barrer la route et assurer à qui ils vont parler. Et puis aussi, il faut qu'on bâtisse un discours qui soit un peu partagé, un peu unique, un peu clair et qui permette de donner une image un peu réaliste du jeu de rôle. Ça, c'était ce qui s'est passé au début. On était donc il y a 15 ans. C'est un anniversaire cette année. L'année 2011 sera l'année des 15 ans de la Fédé, ce qui va rejoindre ta question sur les projets. Aujourd'hui, la Fédération française de jeux de rôle, elle a un peu changé d'orientation. D'abord en prenant conscience d'une chose qui est qu'elle est la Fédération française du jeu de rôle et pas des rôlistes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et notamment pour démythifier tout de suite beaucoup de choses, on s'appelle fédération, mais c'est un nom. On est une association loi de 1901, comme tout le monde, comme le GROG, comme Opal, comme tous les acteurs associatifs du jeu de rôle. Bah oui. Alors là, du coup, je rebondis un peu. Pourquoi fédération ? Alors pourquoi avoir choisi ce nom ? Parce que le nom était libre, il n'était pas déposé, et que comme l'idée au départ était de parler au pouvoir public et aux journalistes et aux universitaires comme étant un peu représentatifs du milieu, les fondateurs de la Fédé, dont je ne faisais pas partie, ont pris ce nom. D'accord. Ce qui n'est pas sot, et c'est légal, on a le droit. Maintenant, on n'est pas la Fédération française de foot, c'est-à-dire on n'est pas délégataire de l'autorité de l'État, même si on a reçu un agrément jeunesse et éducation populaire, mais ça c'est autre chose. C'est parce que nos activités s'y apparentent. Mais on n'a pas le pouvoir de donner ou de révoquer une licence à un club. On n'a pas le pouvoir de réguler les transferts des joueurs. On n'a pas le pouvoir d'interdire des pratiques et on ne le souhaite évidemment pas parce que c'est anti-rôliste. Beaucoup de gens d'ailleurs, dont moi-même, n'étaient pas très contents de ce nom fédération parce que ça donne l'impression que c'est une fédération sportive. Et donc je disais, il y avait des gens, dont moi-même, qui étaient pas forcément satisfait de ce nom-là parce que ça évoque fédération sportive, ça évoque tournoi, ça évoque compétition, ça évoque classement et c'est le contraire du jeu de rôle où par définition en jeu de rôle, le seul mec qui perd c'est celui qui s'est pas marré et qui a pas fait marrer les autres. Clairement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le nom, il a toujours un certain impact vis-à-vis des institutionnels, pouvoir public, à nouveau chercheurs et presse, et un peu les familles aussi. Donc on s'en sert en disant simplement, le problème du jeu de rôle, il est toujours le même, il est qu'on galère comme des malades pour rencontrer des gens avec qui jouer. Il y a une notion un peu de bar pour célibataires, comment on fait pour rencontrer des gens avec qui jouer.
Il y a un problème évidemment d'accessibilité de lieux pour jouer, parce qu'on peut pas toujours jouer chez nous ou chez nos potes, ou voilà, donc faut avoir des locaux. Et puis il faut avoir des jeux pour jouer, même si le concept, une fois qu'on l'a assimilé, c'est très facile de jouer sans jeu ou d'écrire le sien, mais bon, c'est quand même sympa de partager les univers des autres et de pouvoir avoir des choses un peu clés en main. D'accord. Donc aujourd'hui, le rôle de la Fédé, il est avant tout d'aller représenter le monde rôliste vis-à-vis du monde pas rôliste, pour être sûr que même si tout le monde ne jouera pas au jeu de rôle, parce que c'est un gros investissement en temps, c'est un loisir un peu exigeant, etc., au moins tout le monde aura compris ce que c'est et aura plutôt l'impression que c'est un truc cool. En attendant, jeu de rôle, quoi. Lucien ? Sur le sujet du nom de la Fédé, je pense qu'à l'époque aussi, Thomas a rappelé le contexte de l'époque, c'était important aussi, je pense, de montrer que le jeu de rôle était une activité ludique comme les autres, en fait. Parce qu'il lui collait un peu à la peau cette image de choses obscures, mal comprises, très secrètes, pratiquées par des adolescents isolés, en difficulté, avec les rapprochements qu'on avait fait à l'époque, avec des mouvements sectaires, etc. Ouais. Et donc, je pense que le fait de dire, voilà, il y a une fédération, donc vous pouvez très facilement contacter des responsables, voir de quoi il s'agit, trouver les associations. Je pense qu'il y avait eu un choix délibéré d'adopter une sémantique qui est celle d'autres loisirs formalisés, les échecs, le bridge et que sais-je, quoi. D'accord, ok, ça marche. Alors, maintenant, on va rentrer dans des thématiques un peu plus de fond, maintenant que nos auditeurs ont appris à vous connaître, on va dire. Comment, aujourd'hui, la Fédération française de jeux de rôle définit-elle le jeu de rôle ? Est-ce que vous considérez que c'est toujours ce conte au coin du feu, etc., dont vous parlez dans la présentation que vous faites au début de votre site ? Alors ça, c'est une définition qui date d'une incarnation précédente du conseil d'administration. D'accord. Il est vrai que la référence à l'oralité du conte, à la culture populaire et partagée, non écrite, la notion de conte, elle reste importante en jeu de rôle. Et moi-même, mon propre premier jeu de rôle amateur, il portait sur les contes, justement parce que cette idée de dire on se réunit collectivement pour raconter une histoire ensemble qui comporte des éléments intemporels, basiquement c'est ça qu'on fait en jeu de rôle, donc c'est pas faux. Aujourd'hui, ce discours, on l'a fait un peu évoluer sans le renier, pour être encore plus explicite sur la nature de la pratique. Et la définition qu'on donne aujourd'hui, c'est tous les enfants du monde, quelle que soit leur culture et leur milieu social, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent à on dirait que je serai. On dirait que je serai un bon et que tu serais un méchant. Ouais. Au passage, je t'entendais dire ça tout à l'heure en préparation du podcast, ou plus exactement à l'AG qui vient de précéder l'enregistrement de ce podcast. En fait, techniquement, les adultes aussi, quand on dit si j'avais été machin, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. En fait, le conditionnel est un verbe, est un temps du jeu de rôle, quoi, d'une manière générale. Chaque fois qu'on grammaticalement, c'est un mode. Mais oui, enfin, t'as complètement raison. Oui, tout à fait. Excuse-moi. Non, mais t'as complètement raison. Et c'est là où je voulais en venir. Il n'y a donc pas d'activité plus universelle que le jeu de rôle, qui n'est jamais que la version formalisée des jeux informels des enfants. Carrément. Et à ce titre, effectivement, il concerne l'humain qui est en nous, les couches de maturité qui se sont agrégées autour de l'enfant qui est toujours en nous, elles ne l'ont pas aboli. Encore une fois, les adultes aussi, quoi. Moi, là-dessus, sur le côté enfantin, ou alors on est tous des grands enfants. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est dans la mesure où c'est notre premier contact avec une activité ludique, historiquement à tous, dans notre vécu à tous, se mettre au jeu de rôle, c'est simplement retrouver les mêmes sensations, la même dynamique, mais avec un vécu d'adulte. Comme disait Nietzsche, retrouver le sérieux qu'on mettait dans ces jeux d'enfants, quoi. C'est ça, devenir adulte. Exactement. Lucien, tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense que également le problème de la définition du jeu de rôle est un problème qui se pose régulièrement. Il y a eu différentes actualisations de cette définition sur les supports de communication de la FFJDR. Mais je pense que si le problème revient régulièrement, c'est également parce que c'est un problème de fond qu'ont les rôlistes à parler de leur activité. Parce que, on le voit bien, ça recoupe énormément de choses. On a vu que le fondement était quelque chose qui est effectivement de l'ordre des jeux de veillée tels qu'on pouvait les pratiquer autrefois, de cette sorte de conte interactif. Mais en tant que loisir formalisé, il est apparu et issu de jeux, là pour le coup nettement plus compétitifs, qui étaient les wargames, les jeux de simulation guerrière. Et ils ont été très proches, voire confondus pendant très longtemps, avant qu'on s'aperçoive petit à petit, partiellement inconsciemment, qu'il y avait des spécificités nouvelles dans le jeu de rôle qu'on peut dégager assez facilement, et qui a fait qu'ils s'en est séparés. Mais donc il y a toujours déjà une ambiguïté fondamentale de départ, et qui est entretenue par les générations successives de rôlistes qui, en fonction des jeux qu'ils pratiquent et la façon dont ils les pratiquent, ont chacun leur vision et en défendent des visions différentes. D'accord, ok.
Alors donc ce problème quand même de la définition est quand même au cœur de votre entreprise, je trouve. Là, pour avoir assisté à une AG, il y avait bien des fois où j'entendais en fait des gens parler, communiquer des choses. On avait l'impression, je dis bien, vous aviez peut-être même l'impression entre vous de parler de la même chose. Bien sûr que non, chacun parlait de complet. Exactement. Et ça c'est tu as raison de souligner que c'est essentiel. Moi, c'est plutôt ça que j'avais retenu des années Mireille Dumas, qui ont abouti à la génération de la Fédé. C'est pas tellement de dire les rôlistes sont des geeks, c'était plutôt de dire les rôlistes, à force de ne jamais rentrer dans une démarche définitionnelle de leur sémantique, sont dans le dialogue de sourds continuel. Ouais. Parce que pour justement éviter de se trouver exclus, ou de donner l'impression à un autre qu'il l'exclut et que donc ils ne peuvent plus jouer avec lui, ils sont vachement dans le voilà ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est les dés, les gobelins, on ne sait pas trop, mais on sent bien qu'on est tous les mêmes. De manière volontariste. Globalement, ils ne savent pas trop à quoi ils jouent, comment ils y jouent et pourquoi ils y jouent. Or, ils sont incapables, effectivement, et tu as raison Lucien, de décrire en quoi ce qu'ils font est une activité spécifique. Où commencent et où finissent les frontières de ce qui est jeu de rôle versus ce qui est jeu de simulation versus ce qui est littérature interactive, etc. Le but de la fédération, donc, c'est aussi de fournir une définition viable et partagée du jeu de rôle. Oui ou non? C'est pas un but, c'est un moyen. On ne peut être une fédération du jeu de rôle que si on sait nous de quoi on parle et si le discours qu'on tient vis-à-vis du monde extérieur est clair. Et on tient évidemment le même parce qu'on ne va pas être bicéphale vis-à-vis des rôlistes. Et face à ça, il y a des gens qui s'y reconnaissent ou qui ne s'y reconnaissent pas. Et à nouveau, comme on n'est pas délégataire de l'État, ceux qui ne s'y reconnaissent pas, c'est pas grave, ça ne les empêche pas de jouer. Simplement, ce qu'ils font n'est pas les pratiques que nous, on va promouvoir à l'extérieur parce qu'on estime qu'elles sont soit moins claires, soit moins définies, soit moins spécifiquement rôlistes. Que celles qu'on a envie de mettre en avant. Et donc, elles vont pouvoir être mieux défendues par ailleurs. Ouais, ce que veut dire Thomas, c'est que on a très souvent envie de définir justement le jeu de rôle par l'ensemble du patchwork des pratiques rôlistes ou une moyenne arithmétique entre différentes pratiques. Et c'est absolument pas sur cet axe-là qu'on se place. Puisqu'on pense que pour être représentatif, justement, auprès du grand public, comme il l'a expliqué, en plus on est la fédération du jeu de rôle et pas des rôlistes, il l'a répété, il est important qu'effectivement on puisse y voir clair et de fait il est une évidence que chacun a sa propre vision parce que sa propre expérience et donc on ne mettra pas les gens d'accord et c'est pour ça qu'on est sorti de cette dialectique là. Par contre, ce que je pense qui pourrait être important en dehors de l'aspect grand public qu'évoquait Thomas, c'est quand même pour avoir cet aspect représentatif vis-à-vis des gens qui nous font confiance, c'est de peut-être arriver à trouver quelque chose qui fait que même si en lisant la définition en question qu'on va essayer d'ailleurs de faire évoluer et qui apparaîtra sans doute prochainement, sans doute avec le nouveau site dont on va parler à l'occasion de ces 15 ans qui permettent de réactualiser, c'est que ces rôlistes qui iront sur le site et qui verront dira ok, moi quand je joue, d'accord, je fais aussi ça comme ça, il y a des choses que je fais, mais ce que je vois là en substance me paraît quand même regrouper un ensemble de choses qui permet de dire que oui, je me reconnais dans cette communauté. En fait, vous cherchez un consensus, quoi. Non. On cherche des choses fondamentales. Voilà, on cherche à dégager ce qui est fondamentalement rôliste de ce qui ne l'est pas. Et ce qui me frappe, c'est quand on regarde sur le web notamment le foisonnement de définitions du jeu de rôle qui existe, généralement elles sont exagérément phénoménologiques. Elles sont alors le jeu de rôle, c'est quand il y a un meneur de jeu qui est derrière un écran et on lance des dés avec un nombre bizarre de faces pour... Et ça, non, on décrit ce qui se passe dans la plupart des parties réelles. On ne décrit pas les fondamentaux de ce qui fait que c'est un jeu de rôle et pas autre chose. Parce que des mecs avec des écrans et des dés, je pourrais décrire certaines parties de Monopoly ou certaines parties de jeux de plateau des années 80, genre Talisman, de la même façon. Donc on n'est pas dans le rôliste. Clairement, nous, si on veut se ramener au fondamental, pour nous, le jeu de rôle, sur table, parce qu'en tant que fédération de jeux de rôle, on n'est pas la fédération du GN, on n'a pas le droit de s'occuper du GN. Ouais. Donc ma définition va être plus restrictive que celle que je voudrais donner, mais c'est pour des raisons statutaires. Le jeu de rôle, c'est une activité de divertissement collective dépourvue de compétition entre les participants, qui consiste en l'élaboration collaborative d'une fiction. D'accord, ok. Et, comme on est un jeu de rôle sur table et pas en GN ou en MMO ou autre vecteur d'interaction, elle se fait par l'échange sémantique, qu'il soit verbal la plupart du temps, ou qu'il soit dématérialisé ou virtualisé par du chat, du webmail, du forum, du ce que vous voulez, je m'en fous, c'est tout un.
Voilà. Ça, c'est mathématiquement, vraiment mathématiquement, géométriquement, la définition qu'on donne. Par rapport à cette définition, c'est pour ça qu'on a pensé aussi qu'il était illusoire d'avoir une seule définition justement qui mettrait d'accord tout le monde. C'est pourquoi il y a cette définition-là qui est, comme il l'a dit, quelque chose qui décrit fondamentalement en quoi consiste l'activité. Après, on va super explicite pour comprendre en quoi consiste la pratique. Voilà, c'est ça. Après, il va y avoir aussi comment ça marche concrètement. Ce qui va évidemment lui être attaché, et ce qui nous paraît très important vu les confusions qu'on a évoquées, ce qui distingue le jeu de rôle d'autres activités, qu'elles soient des activités générales que tout le monde connaît ou des activités connexes des jeux de simulation qui lui sont propres. Genre jeux vidéo, genre jeux de cartes, pour reprendre des choses qu'il a évoquées, évidemment le fait que ce soit non compétitif à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce qu'il peut y avoir ça et là des désaccords ou des compétitions entre les personnages des joueurs, de toute façon, quoi qu'il arrive autour de la table, si tout le monde est satisfait, s'est marré, s'est éclaté à construire cette histoire ensemble, tout le monde est gagnant. Ou alors tout le monde est perdant. Il n'y a jamais l'un ou l'autre. Là, je voudrais vous arrêter 30 secondes, parce que là, à mon avis, il y a un problème dans la définition. Vous savez, le podcast d'Acellus est un petit peu théorique, on aborde souvent des problèmes théoriques, donc ça ne gênera pas nos auditeurs d'aborder ces problèmes. Dans le Monopoly, il y a de la compétition entre les joueurs, on est d'accord. C'est évident. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Mais ça n'empêche pas tout le monde, tous les joueurs autour du Monopoly, d'être heureux d'avoir participé à la partie. Mais on n'a pas dit que la compétition empêchait de s'amuser. Tu confonds deux choses. Non, bien sûr. Mais par contre, tu viens de dire qu'il y ait de la compétition entre personnages fait partie du jeu de rôle, mais par contre, tous les joueurs doivent être heureux. Ça fait pas forcément partie, mais c'est possible. À mon avis, il y a des jeux qui mettent en scène de la compétition entre les joueurs. Je peux même les citer. Enfin, je veux dire, théoriquement, un AD&D, c'est un jeu qui oblige les joueurs à rentrer en compétition pour avoir le meilleur personnage. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on n'hésite pas à poser la question de dire AD&D a été conçu, enfin D&D à l'époque, a été conçu par Gygax comme étant un wargame subtactique et pas comme étant un jeu de rôle. Il l'a baptisé jeu de rôle parce que ça lui permettait de se démarquer des autres wargames, en n'ayant pas investigué les dimensions rôlistiques qui étaient dedans. On peut d'ailleurs évoquer qu'en anglais, role-playing game, qui est déjà jeu de rôle, ce qui est déjà autre chose, ne veut pas dire la même chose qu'en français. Ou le rôle ne veut pas dire la même chose qu'en français. Le rôle est plutôt la fonction des personnages, qui d'ailleurs à cette époque ont rarement de nom. Ils sont surtout qualifiés par leur fonction dans l'action, qui est une action de jeu qui se rapproche d'autres jeux de simulation tels que les wargames, qui est le voleur désamorce les pièges et ouvre les portes, le guerrier tape les monstres et protège le groupe, et le magicien déchiffre les grimoires et soigne les autres joueurs. On pourrait presque dire qu'en fait la vraie traduction de role-playing game telle que l'entendait Gygax, c'est jeu à rôle tel qu'on peut l'appliquer au Loup-garou de Tierce-Lieu par exemple. C'est un jeu dans lequel vous aurez chacun une fonction particulière. Et c'est pas un jeu de roleplay. Reste quand même que la compétition entre joueurs peut être favorisée par un jeu de rôle, vraiment, un vrai jeu de rôle. J'ai pas d'exemple. Au bout de 35 ans de pratique, je n'ai pas d'exemple. Moi j'en ai plein, je vais partir sur l'américain ou sur l'indie. Parce qu'un des principes justement de la mais alors attends, après, qu'il y ait des gens qui sont très dans l'expérimentation théorique des limites du média, et notamment de Forge, effectivement, et qui donc sont tout le temps en train de tester les limites du modèle, bien sûr que c'est intéressant et bien sûr que ça va mettre en cause ce qu'on dit. Mais simplement, nous, sur le fondamental de ce qui est rôlistique, 99% du jeu de rôle publié, en fait, y compris The Forge n'essaye pas de voir les limites du média. The Forge essaye d'écouter des gens qui racontent leur partie et d'élaborer en fait des modèles qui permettent, des outils qui permettent ensuite de créer des jeux. Donc voilà, on a constaté que dans certains jeux, un bon moteur pour la création de la fiction, c'était la compétition. Ok, mais alors donc si la collaboration entre les participants n'est pas pour toi ce qui fait qu'un jeu est de rôle, qu'est-ce qu'il fait pour toi ? C'est quoi pour toi la définition du jeu fondamentalement de rôle ? La création d'une fiction à plusieurs en prenant en compte ce qui a déjà été dit précédemment. À mon avis, déjà, quand il y a d'autres types de loisirs qui le font, et qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle. Je veux dire, il y a des jeux, je ne sais plus exactement, je crois que ça s'appelle Il était une fois, qui est un jeu de cartes qui permet de construire des histoires. Mais où il y a Baron Munchausen, mais même au-delà de ça, tu as plein de jeux aujourd'hui qui refusent de s'auto-proclamer jeu de rôle parce que pour eux, jeu de rôle, ça veut dire MMO. Et qui sont des fictions collaboratives successives en mode un peu cadavre exquis qui se font par écrit sur le web.
où les gens écrivent chacun un chapitre à travers les yeux de leur personnage, mais qui est un personnage de fiction, qui n'est pas un personnage de jeu, etc. Et c'est tout à fait assez proche. Cette fiction collaborative est assez proche du jeu de rôle, mais elle est à but d'élaboration de fiction et pas à but de divertissement. Oui, mais dans les jeux que vous citez là, il n'y a aucun moment où on joue le rôle d'un personnage ou d'un autre. Oui, mais on est obligé, pour écrire ce qu'on fait, d'interpréter la situation au travers des yeux de son personnage. Ce qui est la question fondamentale du jeu de rôle. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je regarde, j'analyse, j'imagine, je choisis, j'opte et j'assume. Ça, c'est le cycle de ce qui se passe dans la tête d'un joueur pendant une partie de jeu de rôle. Donc c'est proche, à tel point qu'on est en train de les approcher en leur demandant s'ils ne veulent pas rejoindre la Fédé, les gens qui font ça. Vu qu'il n'y a pas de fédération de ça, de l'écrit collaboratif. On a également aussi dégagé autre chose au fil de ces années de recherche, que ce soit à la Fédé ou dans d'autres cercles tels que Imagine-les.net qui réfléchit pas mal à ces questions, que justement on se perd souvent dans ces questions de définition et de distinction dans différentes choses qui finalement sont accessoires, on l'a dit tout à l'heure. Et ce dont on s'est finalement aperçu, c'est que le jeu de rôle, bien plus que un type de divertissement codifié, ou des produits, les livres de jeu de rôle, ou je ne sais pas, des accessoires qui seraient emblématiques, les dés, etc., ou des thèmes de prédilection comme le Medfan, dont on essaye évidemment de se dégager pour justement éviter toutes ces confusions. Au centre de ça, il y a plutôt une sorte de posture du joueur qui est complètement unique dans l'expérience du jeu de rôle, qu'on retrouve dans aucune autre, et qui est cette posture du jeu d'enfant originel, qui distingue justement du jeu au sens compétitif ou du jeu au sens du jeu d'argent, ou du jeu, qui est de dire, si j'étais tel personnage placé dans telle situation, comment je réagirais ? Et en fait, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait faire du jeu de rôle avec des choses qui a priori ne sont pas étiquetées comme telles, ni comme produits, ni comme loisirs codifiés. Meilleur exemple, les Playmobil. Je prends les personnages, je dis ben voilà, moi je suis le chevalier, toi tu fais la princesse, toi tu es le fantôme qui hante le château, et voilà, et on a créé, au-delà même du fait de créer des histoires. Clairement, ça crée d'ailleurs pas forcément pour moi, historiquement le premier jeu de rôle c'est Playmobil. Voilà. Deuxièmement, il n'y a pas de règles dans Playmobil. Juste pour terminer, la deuxième chose, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Courage, donc je disais, oui, la posture, je suis le fantôme qui hante le château. Ça me revient pas. Les règles. Mais c'est pas grave, parce que justement, tu dis les règles, mais il n'y a pas de règles en jeu de rôle. Il y a un système de simulation, ce qui n'a rien à voir. Les règles en jeu de rôle sont des règles sociales qui ne sont jamais explicites dans les manuels de jeux de rôle. Alors, elles ont commencé à être explicitées. Actuel. Ok, mais elles ont commencé à être explicitées effectivement par les mouvements indie en France et aux États-Unis. Merci. Début des années Thomas. 2000. C'est bon, ce podcast est terminé. Thomas a dit. Non mais c'est vrai. J'ai retrouvé ce que je voulais dire il y a une seconde, c'est que à partir de là, de cette posture rôliste dont on est en train de parler, il en résulte une chose qui permet peut-être aussi d'y voir plus clair, parce qu'on parlait tout à l'heure de D&D, tu disais c'est le jeu de rôle, et pourtant selon votre définition on disait oui, mais il en résulte que, comme je le disais, certaines choses qui ne sont pas étiquetées jeux de rôle, je citais le Playmobil, peuvent être jouées comme des jeux de rôle parce que c'est une posture. Il en résulte également, comme deuxième conséquence, qui parfois est plus dur à admettre, que des choses spécifiquement étiquetées jeux de rôle, historiquement habitées habillées de ce mot, que ce soit donge, que ce soit des dérivés de jeux informatiques en réseau ou pas, etc., qui sont étiquetés jeux de rôle, selon la définition de la Fédé, n'en sont pas. Ce qui nous ramène encore au fait que nous ne voulons pas être représentatifs de tous les gens qui se disent rôlistes ou de tout ce qui se dit jeu de rôle. Le but est, en menant de cette réflexion, de dégager quelque chose de fondamental qui permet d'y voir clair et de dire quelles sont les propriétés essentielles d'une partie de jeu de rôle. C'est vraiment ça la question. On peut y venir sans problème. Donc on en a cité une. Absolument, mais je vais juste poser la question parce que si on part dans ce débat-là... On peut faire la liste assez facilement. Hein. La première, on l'a dit, c'est que c'est fondamentalement non compétitif. Ok. Entre participants. La compétition peut être au cœur des interactions entre personnages, mais entre les gens autour de la table, ils ont un but, c'est que l'expérience soit mémorable et plaisante pour tous, pour eux-mêmes et pour tous les autres. C'est une activité de divertissement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu financier, pas d'enjeu politique, pas d'enjeu moral, pas d'enjeu de développement personnel, pas d'enjeu de se faire mousser devant son chef. Donc ça veut dire notamment que les jeux de rôle thérapeutiques ou d'entreprise sont une application des techniques du jeu de rôle ludique, mais ne sont pas le jeu de rôle ludique. On a envie de dire un peu communément que c'est gratuit, c'est une activité gratuite. Bah, c'est un jeu, tous les sens du c'est terme. ludique. Deuxièmement, le principal outil de sa mise en œuvre et qui va servir à la simulation, puisque l'objectif est la simulation, c'est la parole, c'est l'oralité, c'est le langage.
Oui, le langage, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est le seul outil. Ça veut pas dire que dès qu'il y a une figurine ou qu'il y a une carte ou un floor map ou qu'on fait un geste. On sort du jeu de rôle, c'est pas ce qu'on dit, mais il faut que ce soit l'outil principal. Ce qui veut dire par exemple que certains types de jeux de rôle connexes, comme les jeux de rôle dits grandeur nature, peuvent en être ou ne pas en être. Ça veut pas dire qu'on peut... Parce que si par exemple le décor, les accessoires, les costumes sont un habillage d'un jeu de discours, on peut considérer que c'est des jeux de rôle. Si on est dans le cadre du jeu de simulation martiale, guerrier, où le but principal du jeu ou de reconstituer la reconstitution historique ou le combat avec des armes en mousse, pareil, je rappelle que tout ça, on ne dit pas que c'est pas bien ou que c'est, on dit voilà, qu'on s'éloigne du jeu de rôle. Mais on n'est pas en train de dire que nous, on aime la glace à la fraise et qu'on n'aime pas la glace à la vanille. On dit que la glace à la fraise n'a pas le même goût que la glace à la vanille et on essaie de définir ce qui est le fondement de l'arôme fraise. Bien sûr. Donc voilà, donc je le dis parce que très souvent, quand on dit ça, c'est pas du jeu de rôle, les gens disent pourquoi t'en dis du mal. J'en dis pas du mal, je dis que c'est pas du jeu de rôle. Je dis que ça n'est pas de couleur verte. D'accord. Je dis pas que ce qui est pas vert. Donc une activité de loisir, une activité fondamentalement non compétitive, une activité qui a pour centre de gravité le langage, le discours. Ensuite, donc une activité qui consiste à élaborer ensemble le récit de la vie de personnages fictifs. Alors c'est une phrase un petit peu compliquée, mais qui a le mérite quand même de dire clairement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit en aucune façon de vivre de façon réelle les expériences de ces personnages. Il s'agit réellement d'évoquer ensemble la vie de ces personnages et que cette évocation commune, il ressorte un récit, c'est-à-dire une suite organisée d'événements qui font sens pour les participants qui sont autour de la table. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est déjà bien pour nos auditeurs d'avoir une définition comme ça de la Fédération française de jeux de rôle. Parce qu'au début, quand je vous ai dit est-ce que c'est toujours un conte au coin du feu, on a dit ah bon, ça a changé, ça a évolué. Là, vous donnez quand même une définition claire. Plutôt sympa, c'est très intéressant, ça nous fera réfléchir, je pense. Elle sera publiée de façon formalisée sur le nouveau site en fait. Parmi nos projets 2011, il y en a un qui est très simple, qui rebondit sur notre réalisation du bal des Lucioles, qui est de dire aujourd'hui le jeu de rôle il est surtout expliqué de manière écrite, soit effectivement dans les préfaces des plutôt bons jeux de rôle. Je me souviens encore de John Tynes qui expliquait au fronton. Tu peux rappeler un peu rapidement pour nos auditeurs, c'est quoi ça, John Tynes? J'allais finir ma phrase. John Tynes au fronton de Unknown Armies, qui est le meilleur jeu de fantastique contemporain jamais conceptualisé. John Tynes, qui est donc un des immenses auteurs de jeux de rôle, et notamment le concepteur de l'ineffable Delta Green pour Cthulhu, disait le jeu de rôle, c'est du jazz, parce qu'il y a un mec qui donne le ton, il s'appelle le meneur de jeu. Chacun prend son instrument, ça s'appelle un perso, et chacun commence à broder sur le thème, et voilà, et ça fait un bœuf qui s'appelle un scénario. Exact, j'en ai entendu parler. Et je trouve cette définition géniale. Donc, à part quelques définitions comme ça, effectivement plein de réflexions très intelligentes sur plein de sites web, mais d'ailleurs souvent c'est collaboratif, donc c'est sur des forums, donc ça finit par être effacé, les serveurs, enfin le truc n'est pas maintenu, ça disparaît, cette mémoire de la réflexion du jeu de rôle elle disparaît. Tout ça n'est que très, très écrit. Et donc, on sait bien que le média écrit, il n'est pas à grand public, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vu les films de Peter Jackson que des gens qui ont lu les bouquins de Tolkien. Et donc, on s'est fixé comme objectif avec le coordinateur audiovisuel de la Fédé, Thibaut Jacqueline, le patron de Rollist TV, de faire des définitions vidéo du jeu de rôle, qui décrivent ce qu'expliquait Lucien tout à l'heure. Le jeu de rôle, c'est quoi? Le jeu de rôle, c'est quoi pas? Le jeu de rôle, c'est fait comment? Et la Fédé, elle sert à quoi dans tout ça? Etc., sous forme de petits clips très, très, très vifs et très enlevés qui présentent ça et qu'on va pouvoir montrer à n'importe qui au ministère de la Culture, je veux dire. Pour terminer sur cette problématique, avant éventuellement de passer à autre chose, tu parlais des règles, parce que je suppose qu'il va y avoir des gens nous écoutant qui vont dire oui, mais voilà, moi ce que je vois dans ma pratique concrètement, et ce qui pour moi est important, ce qui est tout à fait respectable, on le répète, c'est le fait que j'ai des caractéristiques pour mon personnage, je lance des dés, etc. Effectivement, c'est fondamental dans le jeu de rôle. Ce qu'on dit, c'est que les règles dans les jeux de société classiques, et c'est très important de le dire parce que ça entretient des confusions, et c'est ce qui fait que les gens trouvent ça bizarre de dire si c'est un jeu, s'il y a des règles, il y a un gagnant et un perdant, ou on gagne de l'argent, ou c'est pour les enfants. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est curieux. C'est un peu ça. C'est pas le ranger intellectuel. Voilà, c'est ça. Donc les règles dans les jeux de société, ils permettent de régir, de réglementer, voire parfois même de contenir et de limiter les oppositions entre les participants et de déterminer celui qui a le dessus, ou qui a le dessus le premier sur l'objectif du jeu, ou sur les autres participants directement. C'est ça. En jeu de rôle... C'est déjà très engagé comme définition des règles. En jeu de rôle... On le regarde du point de vue holistique. En jeu de rôle, il n'y a pas de règles dans ce sens-là. Il y a un système de jeu.
un système de simulation. La première fonction du système de jeu, c'est même pas de lancer les dés, c'est même pas de savoir si tu vas réussir à crocheter la porte ou pas. Le premier élément, c'est d'arriver à évaluer son environnement. Parce que ça définit un paradigme. Le voilà. système de jeu, tout ce qu'il fait, c'est définir un paradigme. Dans l'univers dans lequel nous avons choisi ensemble de partager une aventure, on est sur un truc extrêmement réaliste, gritty, où de toute façon, ce qui va compter, c'est les lois de la physique, la difficulté, l'épuisement, la fatigue, etc. Ou on va être dans un paradigme où, au contraire, vous pouvez vous permettre des trucs très, très spectaculaires, très hollywoodiens. On plante un décor, on crée le tableau de bord, l'interface entre, dans ce monde complètement dématérialisé, complètement verbal, ce qu'éprouvent vos personnages et les intentions des joueurs. Lucien. Ouais, la chose importante étant que souvent, justement, dans les jeux de rôle, on met en scène des circonstances et des situations qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des joueurs, et c'est l'un des intérêts du jeu de rôle et du plaisir qu'on trouve à y jouer. Donc, il faut un outil d'évaluation de l'environnement. C'est sa première fonction. La deuxième fonction, en effet, c'est de permettre de savoir d'évaluer les conséquences des actions des joueurs qui auront été décrites préalablement verbalement, puisque l'une des règles principales de tous les jeux de rôle, sans qu'elle ne soit presque jamais écrite, c'est qu'il ne peut rien se passer dans l'univers de jeu tant que ça n'a pas été préalablement annoncé. Et c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire que si le joueur ne dit pas « je fais ça », ben l'action passe et il va venir après « oui mais alors attends, moi j'avais mis ça de côté et maintenant le meneur de jeu va lui dire « non mais attends, fallait le dire ». Et de la même façon, si d'un seul coup le meneur de jeu dit tu vois là ton personnage il se passe ça, il dit « mais enfin ça m'a jamais été signifié » et le joueur va pas être content, tu vois. Donc, voilà. Donc ça c'est en jeu de rôle, les arbres ne tombent que s'il y a quelqu'un pour les entendre. Voilà, je vais terminer là-dessus. Hein. Donc ça permet donc J'ai plein d'objections à te formuler. Oui, mais je termine et après je t'écoute. Donc ça permet d'évaluer les conséquences des actions des joueurs et en effet, effectivement, ça peut permettre de départager certaines situations. Ensuite, il y a effectivement un autre enjeu qui est important aussi, qui est le simple plaisir de manipuler ces règles et ces systèmes, mais qui n'est pas spécifiquement rôliste, qui fait partie de l'univers du jeu de rôle pour X et X raisons, dont moi j'aurais du mal à me passer parce que j'aime bien ça, mais dont on pourrait se passer fondamentalement par rapport au jeu de rôle. Bon, ceci étant dit, donc ce système de jeu, ce système de simulation, il est là également aussi effectivement pour introduire un rythme parfois dans la partie, c'est-à-dire que comme ça introduit la notion de hasard, au moment où le meneur de jeu va demander un jet, il se passe quelque chose, mais qui est de l'ordre de la dramatisation du moment qui est évoqué. Donc, ce que je voulais dire, c'est que n'importe quel système de chiffres, etc., peut être un système de jeu de rôle, mais pas forcément. Il le devient quand il vient soutenir l'outil principal de la parole, de la simulation qui est la parole, et quand il est vêtu d'un enjeu dramatique dans l'histoire qui se construit. Ça devient un système de jeu de rôle. D'accord, ok. Comment dire ? Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Au niveau des règles, plus qu'un quart d'heure, hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème. On n'a plus qu'un quart d'heure là ? Tu plaisantes, Thomas ? Camarade, il est 17h15. Hein. Oh putain. Donc il y a un problème au niveau. Comment dire ? Les règles, c'est pas uniquement le système de résolution. D'accord ? Et d'ailleurs, Thomas, j'étais très très surpris pendant la G que tu aies fait cette distinction. À un moment donné, tu as dit il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau social et il y a des règles de résolution. Non, je refuse qu'on les appelle règles. Le système de résolution est un système de pensée, un système d'interaction avec le monde. Il n'est pas des règles. C'est ce que disait Lucien. Il y a des règles dans les jeux. Excuse-moi, je viens de le dire, Thomas, sans le faire exprès. Non, parce que quoi que c'était oui, tu viens de dire règles, oui, en effet. D'accord. Non, pour moi, il n'y a pas de niveau. Il ne te dit pas ce que tu ne peux pas faire et ce que tu dois faire. Ce que la quasi-totalité des rôlistes appellent des règles, c'est du système de résolution qui, pour moi, n'a pas le statut de règle. Les règles dans un jeu, pas de rôle. Ce serait comme des lois physiques. Comme la physique dans un jeu vidéo. C'est la description de la physique de ce monde, mais c'est une physique éprouvée, c'est une physique ressentie. C'est pas une physique objective. C'est dans ce monde-là, voilà l'expérience du monde que vous avez. Voilà ce qui régit votre expérience sensorielle dans cet univers-là. C'est ça un système de simulation de jeu de rôle. Mais ça n'est pas des règles au sens des jeux, pas de rôle, où les règles, c'est la liste des moyens légitimes pour parvenir à la victoire. Et si vous employez un moyen qui n'est pas dans la liste, vous êtes illégitime et votre victoire n'est pas validée. Je commence à comprendre votre et par contre, les règles, c'est des règles sociales. C'est je respecte la cohérence de l'univers, je respecte la parole d'autrui. Donc je réponds oui mais, je ne réponds pas non, sauf si ce qui est dit est lui-même en rupture par rapport à l'univers. C'est d'ailleurs l'un des fondements du fonctionnement du jeu de rôle, qui est basé sur le respect de cette parole, puisque c'est le fondement même du jeu, et que s'il n'y a pas de respect de cette parole, il n'y a pas de jeu pour personne. Voilà, l'arbre ne tombe que si quelqu'un dit que l'arbre tombe.
Et l'ensemble de la partie s'élabore sur le fait qu'on capitalise sur ce que l'autre a dit. Donc on respecte la parole d'autrui. Ouais. Et cette parole, elle respecte un univers et un système de simulation et des conventions entre nous. Les règles, elles sont sociales, elles sont entre les joueurs. Et elles ne sont pas écrites. Et on commence à voir apparaître, effectivement, tu le disais, et c'est très important, des formalisations rôlistes qui intègrent cette dimension-là. Et ce qui est écrit dans les manuels de règles, c'est la description d'un système de simulation. Il en découle que de cette posture dont on est en train de parler, de cette façon d'envisager cette activité, il en découle que la table de jeu de rôle est un cadre social tout à fait unique et inédit. Du fait de ces règles qu'il régit et du fait de la façon dont il fonctionne. Et qu'il entraîne des expériences subjectives et individuelles extrêmement diversifiées. Et qui sont ce qui nous reste, puisque ce cadre-là, comme on vient de le dire, il n'est jamais écrit et la plupart du temps, il est complètement inconscient du point de vue des gens qui jouent. Pour nous, il nous paraît être le meilleur moyen de définition catégorique et également différentiel du jeu de rôle. Mais il est normal qu'on le retrouve peu parce que il n'est absolument pas au centre de la pensée et de ce qui se passe. Voilà, les rôlistes ne pensent pas comme ça. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de réfléchir, c'est pas leur faute, c'est qu'ils s'en foutent. Ils sont là parce pour jouer, pendant la partie, on s'en fout la tête sur qu'est-ce qui se passe pendant qu'on joue. Pendant la partie, on s'en fout. Ils sont pas dans la méta-analyse du jeu, ils sont dans le ressenti du jeu. Ok. Mais pour conclure sur cet aspect définitionnel, si tu veux, dans la mesure où l'espace social autour de la table, c'est celui où on peut dire je le tue, je me tue, je m'en fous, je m'en vais, je quitte la partie, c'est un espace de liberté absolue. Mais comme si on le fait, on flingue son plaisir et celui des autres, c'est aussi un espace de responsabilité. Et qu'on a toujours à assumer les conséquences de ce qu'on aura dit. Donc c'est l'activité la plus responsabilisante qui soit, contrairement au discours de Mireille Dumas. Et ça permet de dire, si on classe les jeux en catégories et qu'on dit, voilà, il y a des jeux de simulation, des jeux de hasard, des jeux de stratégie, le jeu de rôle est le seul et unique jeu de décision. D'accord, ok. Des propos très engagés. Moi, personnellement... je les prends un peu dans la gueule. On n'avait pas répété. Pas forcément, pour les auditeurs, on n'avait rien répété. Donc, bon, et on est deux contre on est prêt à entendre des objections et à en débattre. C'est même pas que vous êtes contre moi. C'est-à-dire que là, je découvre la pensée de la FFJDR. Je découvre votre terme, etc. Donc, j'essaye de comprendre. Je vais réécouter ce podcast et je reviendrai vous interviewer. Cette fois-ci, j'aurai des vraies objections. Quoi qu'il en soit, on est super preneurs parce que c'est comme ça aussi que nous, on va mûrir. On va essayer d'avancer un petit peu parce que c'est quand même la fédération qui nous intéresse. Alors, première question un peu technique, où vont, parce que une adhésion pour une personne morale vaut 15 €, pour une personne physique, enfin individuelle, vaut 10 €, où vont l'argent que vous donnent vos membres pour la FFJDR? Dans les caisses de la Fédé, mais en fait, ça sert surtout à payer un certain nombre de frais fixes à la con, comme les convocations pour les AG, l'hébergement du site web, plein de bêtises comme ça. Ça nous permet les aussi... stands au monde du jeu, dont j'ai pu profiter par le passé. Les stands dans un certain nombre, voilà, tout à fait. C'était une très bonne initiative de mon point de vue. Pas que au monde du jeu, mais dans d'autres lieux du même tonneau. On essaye de plus en plus d'ailleurs de rendre ça gratuit, en étant plus sur une logique de troc que sur une logique d'argent avec tous nos partenaires. C'est-à-dire en échange de tes produits en distribution gratuite pour nos associations ou des associations fédérées, on te reçoit en tant que membre. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire comme échange de services ou de bons procédés ou de produits plutôt que des échanges financiers qui ne servent qu'à nous emmerder, à gérer de la trésor, à rendre des comptes derrière et voilà. Bon. Ça sert potentiellement à financer des projets. Ça a servi à financer en petite partie le bal des Lucioles, qui a été financé directement par une bonne partie de la communauté rôliste francophone. D'accord. Donc, pour rappel, un DVD pour enfants, pour tout public, pour un DVD familial, avec dessus un tutoriel sur ce que c'est que le jeu de rôle et un jeu complet. Oui, c'était assez extraordinaire comme initiative, ça. Et d'ailleurs, il est en train d'être projeté dans la pièce à côté de celle où on fait ce podcast. Oui, a priori. Si tout se passe bien. Si Dieu nous prête vie. Mais globalement, en fait, on s'aperçoit qu'on dépense assez peu et que tous les ans, on est en gros à l'équilibre avec un petit déficit ou un petit gain de 300 € par an sur un budget total de 4000. La Fédé n'a pas tellement besoin de sous. Elle a surtout besoin de bras et d'initiatives, de gens qui ont des projets et qui ont la disponibilité et la motivation pour mener ces projets. Mais les sous, c'est l'huile dans les rouages. Et une fois de plus, on va de plus en plus essayer de s'en passer en étant plutôt sur du bartering et du troc que sur du financier. Ok. Alors, dans le cadre de la Fédération française, enfin du site de la Fédération française, à un moment donné, vous dites que pour une association, membre de la Fédération, vous allez pouvoir lui rendre ce service que d'obtenir l'agrément jeunesse et éducation populaire. Qu'est-ce que ça signifie ? On ne dit pas ça, on dit que nous, on l'a.
Ce qui veut dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports a reconnu que les activités de la Fédé et son fonctionnement interne, selon des critères de démocratie, etc., sont compatibles avec ces critères, et qu'à ce titre, la fédération est éligible. D'accord. Donc ça, c'est super cool, parce que quand on va voir après le ministère de l'Éducnat, le ministère, l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, en disant on voudrait monter des projets avec vous d'alphabétisation, de transgénérationnel, de désenclavement de populations qui sont incarcérées, hospitalisées en maison de retraite, et que le fait de se causer à plusieurs autour de vos références communes, c'est quand même un peu plus développant pour la personnalité que de regarder Guy Lux à la télé, même s'il est mort depuis longtemps. Bon, enfin, c'est des vieux en même temps. Ils savent pas que même Derrick est mort. Si, Horstapper, t'es mort. Et je pensais à Guy Lux, en fait, j'étais déjà en train de voir des vachettes et puis enfin bref. Eh oui. Donc forcément dessus c'est ou de branloter une Wii fut-elle fit, voilà, le jeu de rôle c'est quand même vachement plus sociabilisant que tout ça. Quand on va les voir en disant on est agréé jeunesse et éducation de ta mère, tout de suite on est un peu plus crédible que si on ne l'est pas. Et de ce fait, nos associations membres ont un peu plus de facilité en disant voilà, on est affilié à une fédération qui est agréée elle-même à récupérer l'agrément. Et ça fait partie du boulot de notre interlocuteur association, mais en ce moment le poste est vacant, donc avis aux amateurs, d'aller les aider aussi dans les démarches en disant voilà, nous comme on l'avait fait, voilà la tronche du dossier, copier-coller le nôtre et vous gagnerez du temps, quoi. Parce qu'évidemment l'administratif, les associations rôlistes ça les fait chier, elles sont plutôt là pour monter des conventions rôlistes. Alors souvent il y a un problème, on dit sur les forums etc. que la Fédération française de jeux de rôle n'est pas représentative. Tu avais une réponse à apporter à ça? Alors parfois on dit 131 membres, 80 membres, on ne sait pas très bien combien de membres il y a à la Fédération française de jeux de rôle, et on lui accorde comme ça une espèce d'aura de représentation. Thomas, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là? Je réponds qu'on ne la revendique pas et qu'on ne cherche pas à l'avoir et que je pense effectivement qu'on ne l'a pas. Une fois encore, nous ce qu'on veut c'est représenter le jeu de rôle auprès du monde qu'il ne sait pas encore qu'il est déjà rôliste, puisque notre postulat, tu l'as compris, c'est que tout être humain est intrinsèquement un rôliste. Après il n'a pas le temps ou pas l'envie. Mais voilà, on touche au fondement de la conscience humaine. Tout le monde peut aller au cinéma et regarder un film, mais tout le monde n'est pas forcément cinéphile. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Parfait, elle est très bien ton analogie. J'aime beaucoup. Bravo. Donc voilà, donc nous ce qu'on veut c'est que tous les gens qui ne sont pas aujourd'hui rôlistes comprennent au moins ce qu'on fait et trouvent que c'est plutôt quelque chose qu'ils approuvent. Donc de ce fait, on n'a pas besoin d'être représentatif. J'aimerais que nous le fussions. Je doute que ce fût possible parce que tu t'emmènes dans les modes et les temps là. attention. Il s'en mêle rarement. Je veux dire que il a créa de perso, il a grammaire à +10, c'est difficile de. Même ça coûtait pas cher. Mais putain, je sais plus ce que je disais. En même temps, ça fait. Tu vois, le fumble est toujours possible. Ce matin que tu parles pour la fédération, donc. Je doute que ce soit possible parce que le jeu de rôle est une activité par définition extrêmement isolée, extrêmement balkanisée et archipélisée. Tu peux jouer toute ta vie avec ta femme et tes enfants dans ton garage avec un jeu que tu as écrit toi-même. Tu as besoin de rien acheter, de rien télécharger, d'aller à aucune convention, à rien. Tu n'as besoin de rien en jeu de rôle puisque à nouveau, on dirait que je serais un bon et que tu serais un méchant. Tu fous deux gamins sur une île déserte, ils jouent au jeu de rôle, quoi. Donc en même temps, si tu es dans cette logique-là, ça veut dire qu'un jour, si tu es tout seul, tu n'as plus personne avec qui jouer, et tu ne sais pas qui aller voir et quel discours leur tenir, que si tu n'as pas de toi au-dessus de ta tête pour jouer, tu n'as pas de lieu pour te poser. Alors on peut jouer en marchant au jeu de rôle, mais je veux dire, c'est quand même bien d'être posé. Si tu n'as pas de matériel à lire, tu n'as plus rien qui enrichit ta pensée. Et bon, donc, dans une logique de pérennité du jeu de rôle, c'est effectivement mieux s'il y a des mouvements un peu qui favorisent l'échange. Mais on voit plus, nous, la fédération, comme un meneur de jeu et le monde rôliste comme les joueurs. Et s'ils veulent venir jouer à notre table, on les accueille. Mais représentatif, non, c'est pas un enjeu. Et c'est pas réaliste parce que les rôlistes n'en ont pas envie d'être fédérés et d'avoir un truc qui leur dit quoi penser. Et ils ont raison, ce serait pas rôliste. Je vais nuancer un peu ces propos. Je pense que dans ta question initiale, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect de la représentativité et l'aspect de la légitimité que tu as relié. C'est possible. Voilà, c'est ça. Et ce que fait Thomas, c'est qu'il les distingue. C'est-à-dire que, en effet, déjà, on l'a rappelé maintes fois depuis le début de ce podcast, la Fédération française est la Fédération française du jeu de rôle et pas des rôlistes. Donc, n'a pas forcément vocation, contrairement à ce que pourrait le laisser penser son nom, à représenter l'ensemble des pratiques, voire l'ensemble de la communauté rôliste. Néanmoins, son but est quand même d'essayer de rassembler
un certain nombre de personnes, de gens et d'idées, justement pour pouvoir que le jeu de rôle ait un visage. Et si le visage, c'est que Thomas Laboret et Lucien Pagnon, en effet, ça pose la question de cette légitimité. Mais on fait le pari de dire que plutôt que de faire ce qui a toujours été fait jusque-là et qui, de fait, semble être un échec, de rassembler un nombre de gens hétéroclites qui n'ont pas forcément envie d'être rassemblés et qui n'y ont pas forcément intérêt, on le met dans une perspective plus globale de rapport avec le grand public qui est rôliste mais qui ne le sait pas encore parce que, comme on l'a dit, tout le monde est rôliste ou en tout cas l'a été et pourrait le redevenir et pour la plupart le redeviendrait avec grand plaisir mais ne sait pas ou ne peut pas pour des raisons plus de logistique et de visibilité le devenir. Donc effectivement on a cet axe-là de rapport, de promotion du jeu de rôle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect de défense du jeu de rôle qui a été pendant très longtemps présent à la Fédé, qui l'est moins parce que le contexte a changé, et heureusement. Oui, parce que c'est le jeu vidéo qui a du bébé. Et il y a quand même aussi, non pas la volonté de représenter, mais de rassembler quand même. Le plus possible, et c'est pour ça qu'on fait ce travail dont on a énormément parlé aujourd'hui de définition, parce qu'effectivement il est très important, de fait que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'on dit du jeu de rôle, non pas se reconnaître dans la Fédé ou être d'accord avec tout ce que dit la Fédé, mais se reconnaître. Deuxième volet qui était le volet de la légitimité. On l'a dit, on n'est pas une fédération agréée par l'État et on n'avait pas vocation à l'être, et on n'a pas une vocation directement représentative au niveau de tous les rôlistes. D'accord. Néanmoins, force est de constater que beaucoup de partenaires nous font confiance. Des partenaires qui ont une large diffusion dans le monde de la culture et dans le domaine qui concerne le plus large public. On peut citer différents projets tels qu'on a parlé du Bal des Lucioles. On a également un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre duquel on a l'année dernière fait donc une journée de jeu de rôle dans les locaux de la BNF sur un jeu écrit spécifiquement pour une exposition qui était consacrée au roi Arthur. D'accord. Et avec la validation sur le contenu culturel par la BNF elle-même. D'accord. Donc la Bibliothèque nationale, hein. On est d'accord, la BNF. Ouais, la Bibliothèque nationale de France, voilà, tout à fait. Parce que parfois on ne sait pas. Voilà. Non, bien sûr. Une fois j'ai été ridicule comme ça, donc. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, voilà. Toute une série de projets comme celui qu'il y avait eu il y a quelques années maintenant avec la Banque mondiale, qui fait que de fait, quand les pouvoirs publics, je pense à l'hôpital Necker enfants malades à Paris avec nos amis d'Opale. Voilà, où il y a un projet qui est en cours de développement de jeux de rôle dans les prisons, par exemple. C'est super que vous parliez de ça, parce que mon prochaine question, c'est justement sur vos projets. Donc, on va en parler. Ça pour dire que on a la légitimité qu'on veut bien nous accorder. D'accord. Et toujours. Mais une fois encore, on est meneur de jeu, c'est-à-dire les gens qui ont envie de jouer à notre table et donc plutôt à nos jeux, et donc ce faisant de faire évoluer aussi la façon dont on raisonne, ils sont les bienvenus à notre table. Les gens qui disent moi c'est pas ma tasse de thé, je vais jouer à ma table à un autre jeu, ils ont le droit aussi, et on n'a aucune hostilité. Oui, j'ai assisté à une belle épreuve démocratique en assistant à votre AG. En fait, c'est tout à fait ouvert. Prenez en compte toutes les considérations autour. Il faut juste être présent à l'AG pour discuter déjà. Et puis voilà, après, il y a d'autres manières de vous contacter via les mails. Sur le forum, j'ai l'impression que vous n'y allez pas trop. C'est ce que tu avais l'air de dire. En fait, on n'est pas du tout assez nombreux pour pouvoir assurer une veille permanente sur le forum. Donc on ne peut pas considérer le forum comme un lieu de débat avec nous. En plus, il y a un problème de structure de ce forum où il n'y a pas de séparation entre les endroits où les membres parlent des choses qui concernent les membres et des lieux où n'importe qui peut s'exprimer en n'étant pas membre. Donc en termes de confidentialité et de niveau d'information, c'est pas commode. Il y a une idée de le virer, le forum, pendant l'AG. T'en penses quoi, Thomas? Il y a une idée de dire il y a un forum à la Fédé parce que la Fédé a été un des premiers acteurs rôlistes à être présent sur le web. Et donc à l'époque, ils sont diversifiés dans toutes les technologies qui existaient, dont le forum. C'est un des plus vieux forums rôlistes de France. À force qu'il ne soit pas super bien animé depuis longtemps, je pense aujourd'hui qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui se passent sur des forums comme Panda Pirate ou Casus No ou Opal, pour les citer. Et donc dire on va peut-être se limiter à un forum interne entre nos membres pour discuter de notre linge sale et de nos idées et être peut-être plus démocratique au sein du fonctionnement de la Fédé, et que le forum public soit externalisé auprès de ces acteurs-là que j'ai cités et d'autres que j'ai pas cités parce que j'ai oublié. C'est pas que je les aime pas, pardon pour eux, qu'ils se manifestent. Mais je vois pas l'intérêt de maintenir un truc qui ne rend pas un service particulier à nos membres ou aux jeux de rôle et dont il existe une alternative meilleure ailleurs.
D'accord. Lucien, pour les projets, excuse-moi, je t'ai un peu interrompu avec cette histoire. Non, mais si on aborde de façon... Ce que je voulais dire sur le dernier point sur la Fédé elle-même, c'est que, parce qu'on a beaucoup parlé de cet aspect de diffusion auprès des non-release et du grand public, mais donc il faut savoir quand même qu'on a aussi, et il y a d'ailleurs des interlocuteurs pour ça, l'axe des individuels, Thomas l'a très brièvement évoqué, c'est-à-dire le mec qui jusque-là jouait dans son garage et n'avait besoin de personne ni de quoi que ce soit, mais qui se retrouve tout seul parce qu'il est parti à Pétaouchnok. Le jour où il est muté professionnellement ou le jour où il va finir ses études dans un autre bout de la France, il est vachement content de nous avoir pour qu'on lui dise tu peux jouer à ça avec lui à tel endroit, à telle heure. Voilà, et si tu veux éditer ton JDRA, voilà comment tu peux faire. Et voilà. Il y a également l'axe des professionnels, c'est-à-dire les gens qui, par exemple, ont projet d'écrire, d'éditer ou de produire un jeu de rôle et qui donc sont intéressés pour avoir une idée du paysage release français, ou une revue, ou monter une boutique. Voilà, de dire les releases, voilà, exactement. On est en train de sponsoriser dans les projets. Donc les releases, c'est qui, etc. Ça peut intéresser aussi les individuels qui, par exemple, ne se reconnaissent pas ou plus dans les jeux qui sortent. Et d'ailleurs, ce qui intéresse aussi les professionnels, parce que s'ils font des jeux dans lesquels les releases ne se reconnaissent pas, ils ne les achètent pas dans ce petit milieu qu'on connaît. Donc ces gens-là ont intérêt à pouvoir communiquer, ce qu'ils ne peuvent pas faire sans quelque chose comme la Fédération française de jeux de rôle. Il y a également le volet des associations, qui concerne évidemment les deux autres aspects, puisque l'individuel qui justement n'a plus ses 3 potes pour jouer, il a peut-être envie de rejoindre une association. S'il ne sait pas où elles sont, comment elles fonctionnent, ou d'en monter une, à nouveau, parce qu'il n'est pas satisfait de l'offre associative qui existe. Avec lequel on peut, voilà, et les professionnels peuvent être intéressés de savoir où sont les associations. Bon, voilà. Donc c'est également, en dehors de l'aspect défense et promotion auprès du grand public, cet aspect quand même de rassemblement, outre le fait d'essayer de dégager une définition qui permette aux gens de s'y reconnaître et de voilà, il y a quand même cet aspect-là. Je dirais pas rassemblement, je dirais animation, parce que rassemblement, ça donne l'impression qu'on est tous au même endroit, qu'on regarde tous dans la même direction. Or non, on n'a pas vocation à mettre en coupe réglée le monde rôliste. Par contre, on a vocation à lui faire se causer, à faire en sorte que l'association du coin cause aux pros, parce que peut-être qu'elle peut valoriser ses produits. Voilà, faire en sorte qu'au moins chaque membre du monde rôliste, en demandant à la Fédé, connaisse les autres membres du monde rôliste, et qu'ensemble ils puissent mener des projets que nous on regardera un peu de haut. Ok. Putain. Donc au niveau donc des projets actuels, on a fait à peu près le tour ou pas? Vous voulez parler de certaines choses qui vous tiennent à cœur là, sur lesquelles vous êtes en train de travailler maintenant? Lulu, veux-tu parler des scouts? Alors ouais, vas-y, fais péter quoi. J'ai entendu vaguement parler de ça ce matin. T'as dit à un moment donné, les valeurs du scoutisme sont proches de celles du jeu de rôle. Alors, tu sais, bondi sur ma chaise. Mais tu sais qu'à l'époque, alors je sais que vous êtes très rouge, mais est-ce que vous avez conscience qu'au moment où il y avait plein de gens dans famille chrétienne et je sais pas quoi, ils disaient quoi le jeu de rôle, cette activité satanique, tous leurs gamins, on s'était fendu la gueule à produire un argumentaire qui démontrait que les valeurs fondamentales de ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle, au sens où on l'a défini très longuement tout à l'heure pendant ce podcast, sont assez proches des valeurs de l'évangile. Et j'ai été moi-même, il y a 2 ans, interviewé dans une revue catholique qui consacrait tout un numéro à les auteurs chrétiens dans la fantasy. Notamment, il y avait beaucoup de Tolkien et un peu de Harry Potter. Et il y a un immense article, une immense interview de moi sur le jeu de rôle, machin, où je me suis démerdé pour caser ça. Qu'est-ce qu'on apprend en jeu de rôle? On apprend qu'il faut toujours garder espérance, qu'il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Enfin, tu prends non pas les conneries, le décorum de l'Église catholique d'aujourd'hui, mais tu vois le message fondamental du Christ, pédagogique, c'est super proche de ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle, quoi. D'accord, ok. Ça, je sais pas. Et donc, quand on voit qu'il y a un certain nombre de sectes plutôt protestantes que catholiques d'ailleurs qui sont en train de dire, comme aux États-Unis, que Pouyouyou c'est très mal, les Schtroumpfs et mon petit poney, on peut leur répondre ça. Je sais pas. Je pense vraiment qu'en fonction des parties, en fonction des meneurs, en fonction des joueurs, en fonction du système que tu proposes, en fonction des. Mais parce que justement là, on arrive dans le détail exhaustif de modalités de jeu, d'accessoires, d'univers de jeu, de personnalité des participants, de degrés auxquels on prend la partie. Il y a des parties qui se font au 38e degré, etc. Et des jeux qui sont comme ça, genre INSMV, genre bon, voilà. Mais ça rassemble pas. Mais fondamentalement, même si tu joues à Cult une partie hyper trash, hyper violente, etc., il n'y a pas de violence entre les joueurs sur la table. Ils respectent la parole de l'autre parce que quand le meneur fait une description ou quand un joueur décrit ce que fait son perso, eh ben on l'attaque pas sur ce point de vue-là et on pourrit pas la partie en pourrissant le scénar parce que ça te pourrit toi-même et que de toute façon les autres pourront plus jouer. Mais donc, je remonte au Christ comme je remonterai à Zarathustra, mais c'est pareil. On n'est pas loin des éléments fondamentaux d'une certaine morale collective, fondement d'un certain nombre de religions révélées, universelles, voilà. Plutôt sympa. Bon, après, je sais pas s'il faudrait citer Nietzsche quand on parle de catholicisme, parce que
Zarathustra. Non, mais Zarathustra, c'est pas Nietzsche. Zarathustra n'est pas que un perso de jeu de rôle inventé par Nietzsche, c'est aussi un mec réel. Hein. Bien sûr. Alors, pour en revenir au projet, c'est le scoutisme, puisqu'on en parlait. Alors, on peut vraiment parler de projet parce que pour le moment, il n'y a pas encore eu de réalisation concrète. Aujourd'hui, c'est une idée, c'est pas un chantier. Voilà, ça venait en fait d'une expérience qui m'est personnelle et qui est peut-être d'ailleurs aussi partagée par d'autres membres du CA. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter particulièrement avec eux. Moi, j'ai fait du scoutisme pendant quelques années durant ma jeunesse. Je suis pas encore très vieux. Mais donc voilà. t'es toujours scout, toujours. J'ai plus beaucoup de temps, donc voilà. Mais oui, je suis toujours. Et alors, quand on parlait, attention les filles, en bon scout, il est toujours prêt. Quand on parlait des valeurs, il est bien évident qu'également dans le scoutisme, il va y avoir des valeurs d'éthique, des valeurs qui peuvent se rapprocher de valeurs religieuses et même effectivement. On parle pas de ça. On parle de certains principes d'éducation. Qui trame toute l'aventure scout depuis le départ, qui est notamment par exemple l'éducation par le jeu et plus spécifiquement ça a été le cas dès le début, ça a évolué au cours du temps, par la mise en situation, voire par l'identification. Prenons l'exemple le plus connu, ça a changé maintenant parce qu'il y a eu une réforme, mais où il y avait pour le plus petit degré, pour les plus petits, pour ceux qu'on appelait les louveteaux, l'identification au personnage du livre de au personnage du livre de la jungle. Au personnage du livre de la jungle en tant que leur fonction qui était Balou le soigneur, etc., ami avec tout, etc. Bon, et à partir de là, faut savoir aussi que à l'intérieur du mouvement et la façon dont il fonctionne, le point fort d'une année scout, c'est le camp qui se déroule comment, je vous le donne en mille, en tout cas pour on va dire jusqu'à 16-17 ans, autour d'un imaginaire de camp qui est choisi, et autour de temps de jeu en équipe, collaboratif. Donc, parfois, les équipes peuvent être en compétition sur des jeux d'ailleurs plus conventionnels. Il peut y avoir, par exemple, des Jeux Olympiques où chaque équipe affronte les autres, etc. Mais à l'intérieur de l'équipe, il n'y a pas de compétition. Et chaque séquence de jeu se place dans cet imaginaire. Qui peut être les pirates, qui peut être en fonction des âges, ils peuvent être extrêmement variés, voilà. Où chaque équipe a un nom et une fonction à assumer dans cet univers de jeu, et où la maîtrise, c'est-à-dire les chefs et cheftaines, vont avoir le rôle de ce qu'on appelle chez nous en jeu de rôle les meneurs de jeu, c'est-à-dire ils vont gérer l'évolution de l'univers, gérer ce que peuvent faire ou pas et on insère là-dedans des principes d'éducation parce qu'on pense que ça marche mieux comme ça. Donc nous on fait que constater parce que comme on l'a dit, on est dans une activité de loisir, donc le but n'est pas de faire de l'éducation morale, religieuse, voilà. Mais toujours est-il que on est sur un mode de rapport au divertissement extrêmement proche et de mode de divertissement. La deuxième chose, c'est qu'on a chacun des outils qui pourraient mériter d'être partagés. Moi, je me rappelle que, par exemple, sur l'année aussi, on a par exemple des week-ends qui peuvent être sur l'imaginaire de l'année, d'ailleurs, où si jamais il pleut, on se retrouvait à faire une partie de Monopoly ou à nettoyer les chiottes dans le pire des cas. C'est pas l'activité la plus sympa. Donc l'idée que je dis par exemple, c'est une parmi d'autres, c'est de dire si jamais ils avaient les outils du jeu de rôle sur table, dont la plupart n'ont pas idée, on pourrait quand même jouer ce qu'on aurait joué en cours en dehors, par exemple. Deuxièmement, peu sont les rôlistes et les meneurs de jeu qui ont des formations de type STIP-STAP, qui sont des sortes de BAFA qu'on a dans le scoutisme, des formations très, 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 très poussées aux sciences de l'éducation, mais aussi à tout ce qui est du jeu et de son développement et qui vont permettre de faire ces grands jeux scouts. Ça pourrait être tout à fait intéressant qu'il y ait un dialogue avec les gens du jeu de rôle et des institutions rôlistes. Voilà. C'est une idée parmi d'autres. Mais voilà, ça me paraît être quelque chose d'important parce qu'en fait, le mode d'éducation que prône le scoutisme, c'est par le jeu de rôle. Et ils ne le savent pas. D'accord. Voilà. Ouais. Tu es rôliste et tu ne le sais pas encore. Exactement. Mais nous allons révéler le rôliste qui dort en toi. Alors, dernière remarque, je voulais te demander, Thomas, mais Lucien, tu peux éventuellement aussi participer. Moi, j'ai lu, en fait, et ça a circulé en fait sur les forums, ce que j'ai appelé dans mes questions le scandale de Mystery Machine. Tu m'as tout de suite dit, oh là là, faut pas ériger ça en scandale. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mystery Machine? Pourquoi est-ce que d'un coup, comme ça, ils ont repris certaines de tes citations, les ont sorties un peu hors de leur contexte, et pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué la Fédération française de jeux de rôle? Qui est Mystery Machine? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Je te renvoie aux conclusions assez généralement partagées de manière indépendante par la plupart des forums ou des blogs rôlistes qui ont dit visiblement ils voulaient sortir leur produit
Et pour se faire un coup de pub, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui marque un peu les consciences. Donc comme la Fédé a l'air d'investir les nouveaux médias, les Facebook, les YouTube et les machins, ça les rend visibles. Et puis nous aussi, ça va nous permettre de rebondir sur ce buzz-là. Donc on va attaquer la Fédé. On sait très bien qu'en plus, il y a pas mal de gens sur un certain nombre de forums qui aiment bien leur taper dessus parce que justement, ils se sentent bousculés dans leur routine par ce travail définitionnel, par ces activités un peu étranges par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans le jeu de rôle, d'aller causer à la BNF, etc. Donc on va défoncer la Fédé et tout le monde va nous suivre. Bon, alors je ne sais pas si les gens les ont suivis. J'espère qu'ils les ont suivis parce que par ailleurs, les projets de Mystery Machine ne sont pas mauvais. Simplement, le procédé de nous attaquer dans le dos très publiquement en faisant genre oui, vous comprenez, nous allons défendre les vraies valeurs du rôlisme contre cette incroyable pantalonnade qu'est la Fédé sans nous prévenir, sans rien nous dire, alors que ça aurait pu être marrant. On aurait même pu faire un truc commun où on faisait semblant de faire ça et puis après on révélait que c'était un canular ou j'en sais rien. Parce que c'est du jeu de rôle, je veux dire, on a le droit de faire semblant. Ils le croient, Thomas. Ils sont convaincus que. Je suis pas certain. Ah non, je suis pas sûr du tout qu'ils soient convaincus. En tout cas, c'est pas fondamental pour eux. Et là, ils se drapaient dans une espèce d'indignation de porter quelque chose de dénoncer quelque chose qui était profondément préjudiciable à la nature même du jeu de rôle et au monde rôliste, alors qu'on vient de dire que le monde rôliste, par définition, il n'a pas besoin de nous, il n'en aura sans doute jamais besoin, et le monde rôliste en tant que rôliste dans son garage, on s'en préoccupe assez peu. Ce qui paraît curieux, mais c'est le cas. À aucun moment, toi, Thomas, ça t'a fait te remettre en question ou quoi que ce soit. À aucun moment, tu t'es dit, mais attends, peut-être que j'aurais pas dû dire quand même que les rôlistes étaient tous des cons. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ce qu'on veut dire en fait, c'est que c'est pas le fait qu'on nous attaque qui ne nous remet pas. Il y a certaines attaques qu'on porte contre nous, d'ailleurs, qui sont même pas toujours des attaques, qui sont simplement des questions qui nous font dire merde. Mais alors là, non, mais effectivement, quand on reçoit un message sur Contact qui nous dit les mecs, vous avez pas pensé à ça, pourquoi vous nous avez oublié, pourquoi vous nous répondez plus depuis des années. Là, ok, effectivement, on se dit merde, putain, on a losé. Parce qu'on est tous bénévoles, on est tous avec une famille et une vie professionnelle à côté. Donc la Fédé, c'est la nuit et le week-end. Et au CA, il y a 10 postes à pourvoir, dont 8 sont pourvus aujourd'hui. Donc 8 personnes, plus on était censé avoir chacun 3-4 adjoints. On doit avoir en tout 2 ou 3 adjoints pour tout le CA. On est censé avoir des délégués dans tous les départements de France et de Navarre. On doit en avoir 3 aujourd'hui, dont un en Suisse. Donc nos moyens sont radicalement sous-dimensionnés par rapport à nos ambitions et à nos statuts. Donc effectivement, on n'a pas le temps de s'occuper de tout, on n'a pas le temps de répondre à tout. Et parfois, il y a des conneries énormes qu'on fait, des mauvais choix, des mauvaises... pas aller expliquer les bonnes choses à la bonne personne. Quand on a mis en place la labellisation découverte de certains jeux, on a mis 1 an et demi avant d'aller dire aux éditeurs que leur jeu avait éventuellement été labellisé. Donc tout l'effet d'annonce, de coups de pub, de partenariat est passé complètement à la trappe parce qu'on n'a pas pensé, pas eu le temps, cru l'avoir fait, machin. Donc ouais, bien sûr, ça c'est fondamentalement notre problème. Maintenant que certains qui font pas grand chose pour nous aider capitalisent là-dessus pour se faire de la pub pour leurs produits, leurs jeux, leurs conventions n'est pas neuf et honnêtement on s'en fout. C'est pas ça qui va nous faire nous remettre en cause. Le truc qui est visiblement malveillant ou intéressé nous intéresse pas. La juste indignation du mec qui dit à moi vous m'avez fait du mal parce que vous m'avez fait ça, je vous le dis en privé, qu'est-ce que vous proposez à la place? Généralement on va lui répondre et généralement on va lui répondre ouais t'as raison, on a merdé, pardon, mais sois rôliste, si tu penses qu'il y a un truc qui fait problème, comment tu le résous? Qu'est-ce que tu fais? Le problème c'est que le mec, il devrait être ton interlocuteur au CA, le poste est vacant depuis 2 ans, donc tu n'as pas d'interlocuteur, donc personne ne te parle, tu te sens délaissé, et tu dis, les mecs, vous êtes hautains. Non, tu n'as personne en face. Est-ce que tu veux ce poste? Et c'est comme ça qu'on a recruté Fabien Deneville, patron de Footbridge, qui est le nouveau secrétaire général de la Fédé. C'est comme ça qu'on a recruté Thibaut Jacqueline, patron de Rollist TV, qui est sur le dernier monde du jeu, donc c'est récent, qui est le nouveau coordonnateur audiovisuel de la Fédé. C'est les mecs qui sont venus nous voir avec des projets en disant pourquoi vous occupez pas de mes projets à la Fédé? Parce qu'on ne sait pas que tu existes. Parce que le mec qui devrait le faire, il n'est pas là. Est-ce que tu veux sa place? Ben ouais. Le trône est vacant, putchez-le. Venez nous rejoindre à la Fédé. Ça me donne l'occasion de rebondir sur un tout petit peu le contenu de ce message. Par exemple, on nous reprochait de dire, voilà, comme toujours, vous n'êtes pas représentatif, vous n'avez aucune légitimité. Et de 10 lignes plus loin, il y avait je m'inquiète, en gros, de voir qu'à l'intérieur de... Vous êtes 3e sur Google. Vous êtes 3e sur Google quand on tape jeu de rôle. Je comprends. Mais c'est pas parce qu'on a acheté des mots-clés. Hein. Non, bien sûr. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'on a 8 milliards de pages sur lesquelles il y a à peu près 18 fois le mot jeu de rôle par page. C'est tout. Non, bien sûr. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut
jeu, imaginons par exemple que vous donniez une définition du jeu de rôle qui soit pour qu'il y ait jeu de rôle, il faut mettre 2 jeux et il faut joueur. Nous, par exemple, sur Silent Drift, on développe de temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais on développe de temps en temps des jeux anars où il n'y a pas de MJ. T'inquiète pas, j'ai écrit 2 jeux sans MJ. Est-ce que pour l'instant, est-ce qu'on a dit ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est normal, si la définition que vous donnez du jeu de rôle et si la manière dont vous procédez ne plaît pas à ce monsieur, il est normal qu'il proteste parce que vous êtes troisième sur Google. On est d'accord. Il eût été plus élégant et en plus, personne n'a été dupe de la démarche, il eût été plus élégant qu'il s'adressât à nous en disant les mecs, je comprends pas ce que vous foutez. Plutôt que de dire partout, regardez, suivez-moi contre l'oppression. L'oppression, en soulignant par ailleurs dans son propre truc qu'on n'est pas représentatif parce qu'on n'est pas nombreux. Voilà, donc de 2 choses l'une, on est une énorme menace terroriste intergalactique ou on est 3 mecs insignifiants. Les deux trucs dans la même phrase prouvent bien qu'il n'y a pas de bonne foi, c'est tout. Et la troisième, l'autre chose qui montrait aussi sa mauvaise foi, c'est qu'il parlait justement de cette représentativité, de cette légitimité qui selon lui manque à la Fédé, et de ligne plus loin, il s'inquiétait de dire que mais comment se fait-il qu'il y ait un responsable d'une nouvelle boîte d'édition de jeux de rôle, Footbridge, le patron de Rollis TV, etc. Mon Dieu, regardez comme il putsch l'ensemble du petit monde Rollis et des figures de monde Rollis se retrouvent à la Fédé. C'est vrai, bien justement. On leur a injecté des trucs dans le cerveau pour qu'ils nous suivent. C'est Mireille Dumas qui avait raison. Ces mecs qui viennent parce qu'ils ont envie de venir. C'est les mecs, ils vont payer une cotisation pour avoir le droit de passer leur nuit et leur week-end à rédiger des emails. Super. Donc voilà, faut voir que les gens qui investissent du temps, de l'argent, de l'énergie, de leur vie personnelle dans le jeu de rôle, certains, et une partie signifiante d'entre eux, nous font confiance et nous suivent. Donc, alors oui, on peut dire c'est un problème, la Fédé contrôle le monde rôliste, mais ça n'a jamais enlevé leur liberté de parole à quiconque, et d'ailleurs très souvent... J'aimerais bien savoir ce qu'on contrôle d'ailleurs. Voilà, tu étais présent à la GIE, tu peux témoigner des engueulades qui peuvent s'y dérouler, et également le fait qu'on n'est absolument pas fermé à la critique. Je témoigne qu'il y a énormément d'engueulades, ça c'est clair et net. Je témoigne que tout le monde les prend très bien et que personne ne se braque et qu'il n'y a pas de tentative de putsch ou de contrôle ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des scènes engueulades, comme on peut en avoir entre potes comme on en a autour d'une partie de jeu de rôle. Mais non, putain, tu le backstab pas, c'est complètement con. C'est de ce niveau-là. Et à la fin, on est d'accord sur une ligne de conduite commune. C'est sain, on peut voter, etc. Ça se conclut par on fait comme on a dit. Et là, le meneur est emmerdé. donc non, moi je ne vois pas non plus. Sauf c'est vrai, moi Thomas, c'est vrai que j'ai été. Je dirais que c'est vrai qu'en tant que représentant de la Fédération française de jeux de rôle, entendre son président, ça je te le dis personnellement, j'ai été choqué de dire on est tous des cons. C'est vrai qu'il avait raison de t'attaquer là-dessus. Tu peux le regretter quand même. Tu as conscience que je sais parfaitement ce que je dis et que si je fais ça, c'est pour produire un certain effet. Ouais. Donc non, je ne vais pas présenter les excuses quand j'ai raison. Le gros problème du jeu de rôle, c'est les rôlistes. Il ne faut absolument pas perdre ça de vue. La raison pour laquelle Mireille Dumas nous est tombée sur la gueule... La raison pour laquelle Mireille Dumas nous est tombée sur la gueule, c'est parce qu'il lui était très facile de trouver des rôlistes qui étaient infoutus d'aligner 3 mots en français. Le problème des rôlistes, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont rôlistes parce qu'ils tuent des gobelins à coups de dés et qui sont venus uniquement parce qu'ils jouaient à des jeux dans lesquels il y avait une iconographie Medfan. Et comme ça leur a plu, ils ont continué à jouer à des jeux sur la couverture desquels il y a écrit jeu de rôle, mais ils jouent toujours de la même façon. Ils jouent aux jeux vidéo sur table. Ils jouent à si ça bouge, je tape, si ça bouge pas, je vole. Attention là, parce que... Il y a des gens qui sont venus au jeu de rôle en croyant qu'ils sont rôlistes parce que ce qu'ils aiment, c'est les couvertures sur lesquelles il y a des nanas en bikini de chainmail qui se battent contre des vampires et des dragons. Et ils sont venus comme ça. Je vois bien. Est-ce que ce qu'ils cherchent est rôliste? Est-ce que ce qu'ils cherchent, c'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure? Mais là, on pas est d'accord, forcément. C'est plus le président de la Fédération française de jeux de rôle qui parle, c'est bien Thomas Laboret. C'est toi qui dis ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jugement personnel. Non, je ne suis pas d'accord. C'est les réflexions de tout le monde, et tu as vu que Lucien n'a pas un avis très différent de moi. Non, c'est l'avis de tout le monde qui s'est exprimé au sein du CA de la Fédé, qui aboutit à cet avis un peu consensuel sur ce qu'on peut faire avec le jeu de rôle, ce qu'on doit faire avec le jeu de rôle, ce qu'on peut éviter de faire avec le jeu de rôle, mais enfin en même temps vous êtes grand. Et c'est ce discours-là qu'on tient. Oui, je voudrais que les rôlistes prennent conscience du fait qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de rôle, ils ne comprennent pas ce qu'ils font autour d'une partie. La plupart des gens qui se disent rôlistes sont venus au jeu de rôle pour des mauvaises raisons, raison pour laquelle ils le quittent aussi facilement pour aller vers des alternatives de gratification plus immédiate, du style jeu vidéo, du style jeu de cartes, etc., etc. Énorme problème qu'on a eu à la fin des années 90, après les événements Mireille Dumas et tout, et que
si jouaient au jeu de rôle des gens qui jouent plus parce que ce qu'ils cherchent est le jeu de rôle, ils seraient plus pertinents dans leurs achats, plus fidèles dans leur clientèle, du point de vue des professionnels, plus investis dans les associations, plus opposables aux tiers et notamment aux familles, journalistes, chercheurs et pouvoirs publics. Et on aurait un milieu rôliste qui tiendrait plus la gueule. Rôlistes, réveillez-vous. Est-ce que vous savez que les jeux de rôle n'ont pas été écrits dans l'ordre où vous les avez lus? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une gradation entre les profanes qui jouent même pas aux jeux de rôle, qui sont la plèbe, et puis les joueurs, et puis l'élite des joueurs, c'est les meneurs de jeu, et puis l'élite des meneurs, c'est les auteurs? Est-ce que vous savez tout ça, ou est-ce que vous êtes toujours dans des légendes qui ont été diffusées par une certaine presse rôliste à une époque, parce que ça l'arrangeait aussi de brouiller les frontières avec les jeux pas de rôle, parce qu'elle en vendait, etc., etc. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes responsable? Qu'est-ce que vous faites, les rôlistes? Je vous demande, en tant que président de la Fédé, en tant que meneur de jeu, qu'est-ce que vous faites? Cette partie, on ne s'amuse pas toujours avec vous. Qu'est-ce que vous faites pour que la partie soit fun? Lucien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, je crois que l'essentiel a été dit sur ce sujet. Pareil, je nuancerai encore un tout petit peu parce que Thomas est quelqu'un de très engagé, on l'entend dans etc. Ouais. Effectivement, quand il dit si les rôlistes sont des couillons qui sont venus au jeu de rôle parce qu'il y avait des nanas en bikini. Moi, vous comprenez que je ne dirais pas ça. Je ne peux pas traiter tous mes auditeurs de couillons. Attends, t'as oublié ton micro. Oui, oui. Ça, je comprends que ça heurte. Mais c'est comment dire, le fond du problème, c'est pas ça. C'est pour faire réagir. Voilà, c'est pour faire réagir et quelque part, je trouve ça. Enfin, quand je vous dis, à l'issue de ce que j'ai dit exactement dans l'interview, c'est à l'issue de ma première partie de jeu de rôle, je me suis dit putain, c'est vraiment des cons, ces rôlistes. J'attends en face qu'on me dise pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qu'il y a derrière. Une réponse de rôliste, une réponse de oui mais je respecte la parole de l'autre. Et là, les réponses via Mystery Machine, enfin je me suis pris aucun mail perso, rien sur mon mur Facebook où je suis pote avec toute la communauté rôliste, etc. Personne m'a dit putain Tom t'es allé trop loin, pourquoi t'as dit ça machin. Il y a juste des mecs dans mon dos qui se sont permis de commenter. Non moi tu vois je viens de te voir pour te le dire. Donc tu vois, 6 mois après les faits. Mais okay. Non, soit, mais voilà, dès que ça s'est passé, je t'ai envoyé un mail. Mais personne n'a eu une réaction de rôliste autour d'une table de jeu de rôle qui est de dire pourquoi tu dis ça. Alors, il y a sûrement des machins derrière. Je soulignerais quand même qu'effectivement c'était dans le contexte d'une anecdote personnelle et donc il a pas dit la Fédé tient pour message tous les rôlistes sont des cons. Je connais tellement la situation que si tu te souviens bien Thomas, au tout début quand tu m'as rencontré et quand je faisais de la communication sur mon jeu au départ, j'avais le même discours de Thomas que Thomas à dire ouais non de toute façon les rôlistes, voilà, quand on va sur les conventions, ça fleure pas à mon intelligence, etc. Je me suis aperçu que c'était non seulement faux, mais que c'était une très mauvaise manière de communiquer. Et là, Thomas, je t'invite vraiment à regarder ce qui m'est arrivé à moi. Moi, je me suis fait défoncer la gueule, j'en ai chié vraiment pour imposer mon jeu, etc. C'est une très mauvaise manière de communiquer. T'arrives avec un jeu sur Wittgenstein, comment tu veux être grand public? Mais même c'est faux, les rôlistes sont loin d'être cons, en fait. C'est juste qu'à mon avis, ils pratiquent une activité qui malheureusement reste difficile à mettre en place. Je dis même pas élitiste, je dis juste difficile à mettre en place. Faut du temps. Je suis d'accord avec toi. Ensemble. C'est pour ça. Et je suis d'accord avec toi. Mais ce que je dis juste, c'est à la différence de TF1 qui dit aux gens. Vous êtes super intelligents, regardez les gens à poil qui mangent des pingouins, regardez, vous êtes intelligents. Au lieu de prendre les gens pour des cons en leur faisant croire que je les trouve intelligents, je préfère leur dire je fais appel à votre intelligence. Ouais. Comment vous réagissez quand je vous signale que vous pourriez passer pour des cons? Voilà. Justement, c'est parce que je les respecte que je leur dis fais gaffe, tu pourrais passer pour un con. En tout cas, il y a 15 ans, devant Mireille Dumas, on est sérieusement passé pour des cons. Plus jamais ça. Bien sûr. Allez, on va conclure maintenant en souhaitant à tous nos éditeurs de réfléchir sur la question, de se poser la question, d'aller voir sur le site de la Fédération qui est en constante évolution et qui va bouger bientôt. Alors peut-être au moment où ce podcast sera publié, il aura déjà bougé. On vous invite à aller voir ce que ça donne tout ça. Thomas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions avec je te remercie d'être déplacé pour nous interviewer. Voilà, Lucien, pareil. Merci à vous. Et puis on va dire à nos éditeurs à bientôt, jouez bien, c'est ça qui compte. Souvenez-vous de cette vieille maxime de John Doe, râlez moins, jouez plus, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir. Ajouterait Thomas, je suppose. Absolument, bon jeu, pas de fumble, et fendez-vous la gueule. Bonne partie bon scénar, à plus.